Je rappelle que c'est quand même peut-être un des premiers employeurs de France, le trafic de stupéfiants, c'est 200 000 personnes qui en vivent. Grégory Joron, tout dans la méthode fait penser à un nouveau règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants et de rivalité dans les quartiers. On l'entendait il y a quelques instants. Je dirais même entre villes. La question est clairement posée selon vous ce soir sur le règlement de la guerre entre villes. Oui, malheureusement, on est dans la guerre de territoire, je pense réellement. C'est ce qui, de toute façon, gangrène nos villes moyennes depuis un certain temps. Avant, c'était les grandes métropoles. Aujourd'hui, c'est le trafic de stupes est présent partout. Et forcément, comme les terrains de jeu sont assez souvent réduits, les trafiquants essayent d'aller chercher ailleurs des points de deal qui leur apportent de l'argent. Là, on est simplement dans de l'économie, dans de la recherche d'agrandissement de zones de chalandise et de clientèle. On a une explosion en fait du trafic de cocaïne parce qu'on a aussi un marché sud-américain et américain qui est complètement saturé. Donc, ils viennent aussi jouer en Europe. C'est ça aussi la réalité. C'est un peu comme Marseille et Nîmes, sauf que là, c'est à l'échelle internationale. On a, et c'est vrai, il y a 10 ans, vous trouviez sur les points de deal essentiellement du cannabis et de l'herbe. Aujourd'hui, vous avez en effet tout, exactement tout, et dans toutes les villes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et on a une nouvelle évolution aussi, parce qu'en fait, il faut regarder ça que par un prisme économique, parce qu'on est dans de l'économie. Et donc, on est dans du commerce, et on est dans ces réflexions-là. Et je rappelle que c'est quand même peut-être un des premiers employeurs de France, le trafic de stupéfiants, c'est 200 000 personnes qui en vivent. Et globalement, on est en plus maintenant... Ça, vous l'avez jamais fait, l'un des premiers employeurs de France. 250 personnes. 250 000 personnes. Montpellier, tout Montpellier qui vit. Qui vit du trafic, soit en le commerçant, soit en le transportant, parce qu'en plus il y a des métiers spécifiques. Ça c'est réel. Et on a en plus aujourd'hui une nouvelle chose qui se passe depuis plusieurs mois, c'est que on a un trafic qui s'adapte notamment pour ce qu'on appelle les charbonneurs sur le terrain, où ils vont maintenant chercher des mineurs non accompagnés, donc des étrangers. Ils prennent même plus les gamins du quartier. Ils vont chercher des mineurs non accompagnés dans les foyers qu'on a dans toutes les villes moyennes, des gamins abandonnés, en fait, à qui ils filent 50 balles par jour pour faire le chouf, et ça évite en plus de prendre les gosses du quartier. On a en plus maintenant un trafic qui s'est adapté à ça, même à l'immigration, pour s'en servir de main d'œuvre. Ce que vous décrivez, c'est carrément, c'est l'enfer, et c'est de la l'économie. Concurrence. C'est-à-dire qu'on est obligé en permanence de réinventer les méthodes de vente. Puis nous, on est surtout obligé d'inventer les méthodes d'enquête, les méthodes. Parce que la réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on saisit, quand on trouve justement un môme un mineur isolé Rien, on peut rien faire. C'est très compliqué. C'est le fléau absolu, les mineurs non-accompagnés, parce qu'il y a déjà le statut de mineur. Une fois qu'on a dit ça, on a bouclé pour les policiers et les enquêteurs et la justice. C'est insoluble. Notre réalité, c'est que aujourd'hui, de toute façon, la police seule ne pourra pas venir à bout du trafic de stupéfiants. Ça serait une hérésie que de le croire et que de le dire d'ailleurs. Et qu'on a besoin finalement d'une politique globale de sécurité publique, d'accompagnement des quartiers pour éviter que c'est. Mais c'est pas ce que nous dit le ministre de l'Intérieur, ou en tout cas ce qu'il entend nous faire croire. Lui, il dit forcément que la police doit faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire pilonner les points de deal, c'est fait, et avoir une deuxième action de fond, parce que quand les enquêteurs travaillent, quand on leur laisse le temps, au bout de 6 à 8 mois, ils arrivent à faire tomber des réseaux complets. C'est très long, et en général, ça tombe assez fort, c'est-à-dire qu'on a des saisies judiciaires, on dépouille les gens de leur villa, de tout ce qu'ils ont pu avoir de manière illicite, et ça fonctionne. Sauf que c'est très long et c'est coûteux en personnel, et forcément, quand on voit la déferlante du trafic de stupes, je crois que malheureusement, on est un peu débordé. Il vous arrive d'avoir envie de baisser les bras? Si vous écoutez les collègues qui travaillent dans les brigades de stupes particulièrement, ou les baqueux qui sont... Parce qu'ils risquent leur vie aussi, nos flics. Je vous rappelle que vous le savez très bien, on a le procès d'Éric Masson en ce moment. Donc typiquement, c'est l'affaire quand même assez emblématique, puisqu'il allait contrôler un point de deal, il était témoin d'une transaction, et il s'est fait abattre parce qu'aujourd'hui, on a en plus un trafic qui se militarise, puisque les enjeux financiers sont énormes. On a un trafic aujourd'hui où là où le chouf avant n'était pas armé, limite maintenant il va être calibré. Le terme que vous venez d'employer est très important. Un trafic qui se militarise, c'est-à-dire qui fonctionne avec un ordre quasi militaire. Oui, un ordre militaire et un armement militaire. Et un armement militaire. Oui, mais c'est réel. Et aujourd'hui, toutes les opérations stup, regardez les opérations place net, etc., quasiment à chaque fois, et on retrouve des armes. Et vous voyez, malheureusement, ça circule quand même assez facilement, puisque 5 fusillades en un mois. Et ça, c'est réel. Et c'est aussi le risque que mes collègues encourent en contrôlant les points de deal tous les jours.